La lumière du soleil traversait les vitraux de la cathédrale comme des lames dorées, découpant l'air en fragments de pourpre et d'azur. Julien ajustait son objectif, capturant chaque détail de cette journée qui n'était pas la sienne. À travers le viseur de son appareil, il la voyait. Amélie, radieuse, dans sa robe de dentelle ivoire, ses cheveux châtains relevés en un chignon sophistiqué qui laissait échapper quelques mèches rebelles. Elle riait aux plaisanteries de ces demoiselles d'honneur, et ce rire résonnait dans sa poitrine comme un écho douloureux. Il n'aurait jamais dû accepter ce contrat, pas ce mariage, pas elle. Mais il avait besoin de l'argent, et son agence l'avait assigné sans lui demander son avis. Maintenant, il était là, témoin silencieux d'un bonheur qui lui échappait, photographiant la femme qu'il aimait en secret alors qu'elle s'apprêtait à épouser un autre homme. Chaque clic de l'obturateur était une blessure qu'il s'infligeait volontairement. Chaque sourire qu'il immortalisait était un couteau enfoncé plus profondément dans son cœur. Le marié, Thomas, était tout ce que Julien n'était pas. Grand, élégant, issu d'une famille fortunée, avocat prometteur avec un avenir tracé d'avance. Julien n'était qu'un photographe indépendant qui survivait de contrat en contrat, dormant parfois dans sa voiture entre deux missions. Comment aurait-il pu rivaliser? Comment aurait-il pu seulement espérer? Pourtant, 5 ans plus tôt, lors de leur première rencontre au café parisien, il avait senti quelque chose de différent, une connexion qu'il n'avait jamais ressentie avec personne d'autre. Mais il avait hésité, tergiverse, laissé passer sa chance. Et maintenant, il payait le prix de sa lâcheté, condamné à immortaliser le bonheur d'un autre avec la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Amélie n'avait pas dormi de la nuit. Allongée dans sa chambre d'hôtel, elle fixait le plafond pendant que sa mère ronflait doucement dans le lit voisin. Dans quelques heures, elle prononcerait des vœux qui l'engageraient pour la vie. Elle devrait sourire, embrasser Thomas devant 300 invités, danser leur première valse sous les applaudissements. Tout était parfaitement orchestré. La décoration florale commandée chez le meilleur fleuriste de Lyon, le menu gastronomique signé d'un chef étoilé, la robe créée sur mesure par une couturière renommée. Sa mère avait passé 18 mois à organiser chaque détail de cette journée. Thomas et elle s'étaient rencontrés à l'université lors d'une conférence sur le droit international. Il était intervenant invité, elle assistante de recherche. Leur relation s'était développée naturellement, sans passion dévorante, mais avec une stabilité rassurante. Il était gentil, attentionné, prévisible. Ses parents l'adoraient, ses amis les enviaient. Sur le papier, c'était le mariage parfait. Pourtant, une question la hantait depuis des semaines, refusant de la laisser en paix. Était-ce vraiment de l'amour? Ou simplement l'idée de l'amour que tout le monde attendait d'elle? Elle se souvenait d'une conversation, 5 ans plus tôt, avec un photographe dans un café près du Panthéon. Ils avaient discuté pendant 3 heures de voyage, de rêves, de cette façon dont la lumière transformait les choses ordinaires en poésie. Elle se rappelait son regard intense, sa passion pour son art, la manière dont il écoutait vraiment quand elle parlait. Puis il était parti sans demander son numéro, et elle avait pensé, pendant des mois, à ce qui aurait pu être. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. C'était ridicule. Un simple café avec un inconnu ne pouvait pas rivaliser avec 3 années de relations solides avec Thomas. Elle se levait pour sa dernière matinée de célibataire, ignorant que le photographe de ses souvenirs serait celui qui immortaliserait ce jour. Julien était arrivé à la cathédrale 2 heures avant la cérémonie pour préparer son équipement. Il installa ses trépieds, vérifia ses batteries, repéra les meilleurs angles pour capturer la lumière naturelle qui filtrait à travers les vitraux gothiques. Son assistant, Marc, un jeune homme de 23 ans, plein d'enthousiasme, l'aidait à disposer les flashs d'appoint. Julien travaillait machinalement, son esprit ailleurs, emprisonné dans une boucle de regrets et de questions sans réponse. Il avait rencontré Amélie lors d'une exposition de ses photographies dans une galerie du Marais. Elle était venue seule, s'était attardée devant. Jacques Cliché avait posé des questions intelligentes sur sa technique, son inspiration. Ils avaient continué la conversation dans un café voisin et pendant 3 heures,
Le monde extérieur avait cessé d'exister. Elle étudiait l'histoire de l'art, rêvait de travailler dans un musée, adorait Caravage pour son usage dramatique du clair-obscur, lui parlait de son désir de capturer l'âme des gens plutôt que leur visage, de raconter des histoires à travers ces images. Quand ils s'étaient séparés, devant la station de métro, il avait failli lui demander son numéro. Les mots étaient là, au bord de ses lèvres, mais la peur l'avait paralysé. La peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de briser ce moment parfait avec la réalité. Il l'avait laissé partir dans la foule, convaincu qu'il la retrouverait. Paris était grand, mais pas infini. Le destin les réunirait s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Quelle arrogance stupide! Pendant des mois, il avait fréquenté les mêmes au café, revisité la galerie, espéré la croiser par hasard. Puis il avait essayé de l'oublier, s'était plongé dans son travail, avait même tenté quelques relations qui n'avaient jamais duré plus de quelques semaines. Aucune femme ne provoquait en lui ce que 3 heures avec Amélie avaient éveillé. Les invités commençaient à arriver, remplissant progressivement les bancs de chêne massif de la cathédrale. Julien les photographiait par habitude professionnelle, capturant les étreintes familiales, les sourires nerveux, les derniers ajustements de cravates et de chapeaux. Il reconnaissait les types habituels, la grand-mère émue qui tamponnait déjà ses yeux avec un mouchoir brodé, les cousins adolescents contraints dans des costumes inconfortables, les amis du marié qui plaisantaient bruyamment pour masquer leur propre anxiété face à l'engagement. Marc lui fit signe que la mariée était arrivée dans sa voiture décorée de rubans blancs et de roses pâles. Julien se positionna discrètement près de l'entrée latérale, où Amélie attendrait avant de faire son entrée. Son cœur battait de manière irrégulière, comme s'il essayait de s'échapper de sa cage thoracique. La porte s'ouvrit et elle apparut. Le temps se figea. Elle était exactement comme il se la rappelait, et pourtant complètement différente. Plus mature, plus sereine, mais avec cette même lueur d'intelligence et de curiosité dans ses yeux noisettes. Leurs regards se croisèrent, et pendant une fraction de seconde, il vit quelque chose passer sur son visage. De la surprise peut-être, ou de la reconnaissance. Puis son père s'approcha d'elle, ajustant son voile, et le moment se brisa. Julien leva son appareil, se cachant derrière son objectif. Cette barrière protectrice qui lui permettait d'observer sans être vu. Il photographia sa nervosité, la manière dont elle serrait le bouquet de pivoine blanche, le sourire forcé qu'elle offrait à son père. À travers son viseur, il pouvait voir ce que les autres ne remarquaient pas, le doute qui assombrissait son regard, la tension dans ses épaules, la façon dont sa main tremblait légèrement. Elle ne ressemblait pas à une femme sur le point d'épouser l'amour de sa vie. Elle ressemblait à quelqu'un sur le point de sauter d'une falaise en espérant que quelqu'un la rattraperait. La musique commença, un arrangement classique de Pachelbel que Julien avait entendu dans des dizaines de mariages. Les portes principales de la cathédrale s'ouvrirent, révélant l'allée centrale, tapissée de pétales de rose. Tous les invités se levèrent, se tournant vers l'entrée. Amélie avança au bras de son père, chaque pas la rapprochant de l'autel où Thomas l'attendait, impeccable dans son smoking sur mesure. Julien se déplaça silencieusement le long de l'allée, capturant l'événement sous différents angles. Il photographia Thomas, dont le visage s'illuminait en voyant sa future épouse, les demoiselles d'honneur en robe lavande qui suivaient Amélie, les invités qui souriaient avec émotion. Mais son objectif revenait toujours à elle, à ce visage qu'il connaissait par cœur même après 5 ans de séparation. Quand elle arriva à l'autel, son père souleva son voile et l'embrassa sur la joue avant de la confier à Thomas. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix grave résonnant sous les voûtes gothiques. Julien continua à travailler mécaniquement, changeant de position, ajustant ses réglages, immortalisant chaque instant de cette torture élégante. Les lectures bibliques se succédèrent, prononcées par des amis et des membres de la famille. Une cousine d'Amélie récita un poème de Victor Hugo sur l'amour éternel. L'organiste joua une mélodie douce pendant que le prêtre préparait les anneaux. Puis vint le moment des vœux. Thomas prit les mains d'Amélie dans les siennes, commençant son discours préparé. Il parlait de leur première rencontre,
de la manière dont il avait su immédiatement qu'elle était spéciale, de son admiration pour son intelligence et sa gentillesse. Il promettait de la chérir, de la respecter, de construire avec elle une vie remplie de bonheur et de stabilité. C'était un beau discours, sincère et bien formulé, exactement ce qu'on attendait d'un avocat éloquent. Mais les mots sonnaient creux aux oreilles de Julien, comme une pièce de théâtre trop répétée. Ce fut au tour d'Amélie de prononcer ses vœux. Elle prit une profonde inspiration, ses mains toujours dans celles de Thomas. Sa voix tremblait légèrement quand elle commença à parler. Elle évoquait leur histoire, les années passées ensemble, la confiance qu'ils avaient construite. Elle mentionnait leurs projets d'avenir, la maison qu'ils voulaient acheter, les enfants qu'ils auraient peut-être un jour. Mais, au milieu de son discours, elle s'arrêta. Le silence s'étira, lourd et inconfortable. Les invités commencèrent à échanger des regards inquiets. Thomas fronça légèrement les sourcils, serrant ses mains pour l'encourager. Le prêtre toussota discrètement. Amélie ferma les yeux un instant, et quand elle les rouvrit, son regard ne se posa pas sur Thomas. Il chercha dans l'assemblée et trouva Julien, caché derrière son appareil photo, dans l'ombre d'un pilier. Leurs yeux se verrouillèrent, et dans ce regard, Julien vit tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Il vit 5 années de questions, de doutes, de ce qui aurait pu être. Il vit la même connexion qu'ils avaient les partagée dans ce café, intacte malgré le temps et la distance. Il vit une femme face à un choix, impossible entre la sécurité et l'inconnu, entre ce qui était attendu et ce qu'elle désirait vraiment. Elle continua ses vœux, terminant son discours avec les mots appropriés. Mais Julien savait que quelque chose avait changé. Le prêtre demanda s'il y avait quelqu'un qui s'opposait à cette union. Le silence tomba sur l'assemblée. C'était un moment purement cérémonial. Personne ne s'opposait jamais vraiment. Julien sentit les mots monter dans sa gorge, une impulsion folle de se lever, de crier qu'il l'aimait, qu'il l'avait toujours aimé, mais il resta silencieux, prisonnier de sa lâcheté, regardant encore une fois sa chance s'échapper. Le prêtre poursuivit, demandant à Thomas et Amélie de répéter après lui les vœux traditionnels. Ils le firent, leur voix se mêlant dans la solennité du moment. Les anneaux furent échangés, glissant sur leurs doigts comme des chaînes dorées. Puis vinrent les mots que Julien redoutait le plus. Le prêtre sourit, levant les mains dans un geste de bénédiction. Les mots suivants devaient être simples, automatiques, la conclusion naturelle de toute cérémonie de mariage. Mais avant qu'il ne puisse les prononcer, Amélie fit un pas en arrière. Ce n'était qu'un petit mouvement, presque imperceptible, mais il brisa le tableau parfait que tout le monde s'attendait à voir. Thomas la regarda avec confusion, sa main encore tendue là où la sienne venait d'être. Les murmures commencèrent à circuler parmi les invités comme une vague montante. La mère d'Amélie se leva à moitié de son siège, le visage pâle. Son père fronça les sourcils, se penchant en avant comme pour mieux comprendre ce qui se passait. Les demoiselles d'honneur échangèrent des regards paniqués, ne sachant pas si elles devaient intervenir. Amélie porta une main à sa bouche, ses yeux brillants de larmes contenues. Elle regarda Thomas, cet homme bon et stable, qui lui offrait une vie prévisible et sûre. Puis, elle se tourna vers l'assemblée, son regard cherchant à nouveau Julien. Dans l'ombre, cette fois, il ne se cacha pas derrière son appareil. Il la regarda directement et dans ses yeux, elle lut tout ce qu'il n'avait jamais eu le courage de dire. L'amour qu'il avait gardé secret pendant 5 ans, le regret de l'avoir laissé partir, l'espoir insensé qu'il n'était peut-être pas trop tard. Elle inspira profondément, sa décision se cristallisant dans ce moment suspendu hors du temps. Quand elle parla, sa voix était claire et ferme, portant jusqu'au dernier rang de la cathédrale. Elle dit qu'elle était désolée, tellement désolée, mais qu'elle ne pouvait pas faire ça. Pas comme ça. Pas quand son cœur appartenait à quelqu'un d'autre, à un fantôme d'une rencontre d'il y a 5 ans qu'elle n'avait jamais pu oublier. Le chaos éclata. Les invités se levèrent, parlant tous en même temps. La mère d'Amélie poussa un cri étouffé. Thomas resta immobile, son visage passant de la confusion à la blessure, puis à une colère froide. Le prêtre, dans toutes ses années de service, n'avait jamais été confronté à une telle situation et ne savait absolument pas comment réagir. Amélie souleva sa robe
et descendit les marches de l'hôtel, traversant l'allée centrale sous les regards stupéfaits de 300 témoins. Chaque pas résonnait sur le sol de pierre comme un coup de marteau sur une sentence. Elle marchait vers Julien, et pour la première fois depuis qu'il l'avait revue, il vit une vraie joie illuminer son visage. Il abaissa complètement son appareil, ses mains tremblantes. C'était impossible. Cela ne pouvait pas être réel. Les choses comme ça n'arrivaient pas dans la vraie vie, seulement dans les films romantiques que les gens regardaient en mangeant de la glace un dimanche soir. Mais elle continuait d'avancer et il ne rêvait pas. Quand elle arriva à sa hauteur, elle s'arrêta, essoufflée autant par l'émotion que par la marche. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle souriait. Elle parla doucement, juste assez fort pour que lui seul puisse entendre dans le tumulte ambiant. Elle dit qu'elle s'était souvenue de lui chaque jour pendant 5 ans, qu'elle avait essayé de l'oublier, de construire quelque chose de solide avec Thomas, mais qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre en sachant qu'elle n'avait jamais vraiment laissé partir ce moment qu'ils avaient partagé dans ce café. Elle demanda s'il se souvenait d'elle, si ce qu'elle avait ressenti ce jour-là n'avait pas été une illusion. Julien ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés dans sa gorge, bloqués par 5 années de silence et de regret. Alors, il fit la seule chose qu'il savait faire. Il leva son appareil et prit une photo d'elle, immortalisant ce moment de courage et de vulnérabilité brute. Puis, il baissa l'appareil et lui dit qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle, pas un seul jour, qu'il était venu à ce mariage en pensant que ce serait sa torture personnelle, son punition pour avoir été trop lâche pour se battre pour elle, mais qu'elle venait de faire la chose la plus courageuse qu'il ait jamais vue et qu'il ne la laisserait pas partir une 2e fois. Derrière eux, Thomas descendit de l'autel, son visage une tempête de blessures et de rage contenue. Il appela Amélie, sa voix résonnant dans la cathédrale. Elle se tourna vers lui, et Julien put voir la douleur qu'elle lui causait. Thomas méritait mieux que ça. Il méritait quelqu'un qui l'aime sans réserve, sans fantôme du passé. Mais l'amour ne se contrôlait pas, ne se rationalisait pas. On ne pouvait pas forcer son cœur à battre pour la bonne personne juste parce que c'était logique et approprié. Thomas s'approcha, mais au lieu de la violence que certains invités craignaient peut-être, il s'arrêta à quelques pas, les mains dans les poches de son pantalon de smoking. Il regarda longuement Amélie, puis Julien, puis à nouveau Amélie. Quand il parla finalement, sa voix était basse et contrôlée, celle d'un avocat habitué à maîtriser ses émotions en public. Il dit qu'il avait toujours su, quelque part au fond de lui, qu'elle gardait une partie d'elle-même cachée. Il avait espéré que le temps et leur vie commune effaceraient ce doute, transformeraient l'affection en amour passionné. Mais il ne pouvait pas la forcer, ne voulait pas passer sa vie avec quelqu'un dont le cœur était ailleurs. Il retira l'alliance qu'il venait de recevoir, la tenant dans sa paume ouverte. Il demanda juste une chose, qu'elle soit sûre, que ce n'était pas juste une panique de dernière minute, une peur de l'engagement qu'elle projetait sur un souvenir romantique d'une rencontre passée. Parce que s'il la laissait partir maintenant, ce serait définitif. Il ne serait pas là pour la recueillir si elle changeait d'avis dans 1 semaine ou 1 mois. Amélie répondit sans hésitation. Elle savait que c'était fou, impulsif, complètement irrationnel, qu'elle gâchait un mariage parfaitement planifié, brisait le cœur d'un homme bon, humiliait leur famille devant tout le monde. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait jamais être vraiment heureuse en se demandant toujours « et si ?» Elle devait savoir si cette connexion qu'elle avait ressentie était réelle, si elle pouvait devenir quelque chose de plus qu'un simple regret romantique. Thomas hocha lentement la tête, puis fit quelque chose d'inattendu. Il se tourna vers Julien et lui dit de ne pas gâcher cette chance. Que certaines personnes passaient toute leur vie à chercher ce qu'Amélie et lui semblaient avoir trouvé en 3 heures de conversation 5 ans plus tôt. Puis il remonta l'allée centrale, passa devant ses parents choqués et ses amis silencieux, et quitta la cathédrale avec toute la dignité qu'il pouvait rassembler. Le silence qui suivit son départ était assourdissant. Puis la mère d'Amélie se leva, son visage rouge de colère et d'humiliation.
Elle commença à crier, demandant comment sa fille pouvait faire une chose pareille, détruire 18 mois de préparation pour un inconnu avec un appareil. Photo. Le père d'Amélie essaya de la calmer, mais il semblait tout aussi perdu, regardant sa fille comme s'il ne la reconnaissait plus. Amélie se tourna vers ses parents, et Julien vit les années de pression et d'attente se cristalliser dans ce moment. Elle leur dit qu'elle les aimait, qu'elle était reconnaissante pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle, mais qu'elle ne pouvait pas vivre leur vie, épouser l'homme qu'ils avaient choisi simplement parce qu'il cochait toutes les bonnes cases et sur leur liste. Elle devait vivre pour elle-même, même si cela signifiait les décevoir. Sa mère commença à pleurer, se laissant tomber sur le banc. Son père resta debout, son visage une tempête d'émotions contradictoires. Finalement, il hocha lentement la tête et dit quelque chose que personne n'attendait. Il dit qu'il se souvenait d'avoir eu 25 ans, amoureux d'une femme que ses propres parents désapprouvaient parce qu'elle n'était pas assez bien née. Il avait cédé à leur pression, épousé quelqu'un de leur choix, et même s'il avait fini par aimer la mère d'Amélie à sa manière, il s'était toujours demandé ce qui aurait pu être. Il ne voulait pas que sa fille vive avec le même regret. La mère d'Amélie leva les yeux, choquée par cette révélation après 30 ans de mariage. Le père continua, disant qu'Amélie devrait probablement quitter la cathédrale maintenant, avant que la famille de Thomas ne décide de réagir plus violemment. Qu'il parlerait plus tard, une fois que tout le monde se serait calmé, mais qu'elle devait partir. Amélie se jeta dans les bras de son père, le serrant fort pendant un long moment, puis elle prit la main de Julien, et ensemble, ils marchèrent vers la sortie latérale de la cathédrale. Marc, l'assistant de Julien, les suivit avec tout l'équipement photographique, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de vivre. À l'extérieur, le soleil brillait avec une intensité presque irréelle après la pénombre de la cathédrale. Amélie cligna des yeux, s'adaptant à la lumière, puis éclata de rire. C'était un rire nerveux, hystérique, libérateur. Elle venait de faire exploser sa vie entière et elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Julien la regarda, cette femme courageuse en robe de mariée qui avait tout risqué pour une chance avec lui. Il se sentait terrifié et exalté en même temps, conscient du poids de la responsabilité qu'elle venait de placer sur ses épaules. Il devait être à la hauteur de ce sacrifice. Il devait prouver que son instinct était juste, que ce qu'ils avaient partagé pouvait devenir quelque chose de réel et de durable. Les 5 années suivantes furent tout sauf faciles. La famille d'Amélie mit des mois à lui adresser de nouveau la parole. Sa mère refusa de la voir pendant presque 1 an, la tenant responsable de l'humiliation publique et de la perte des dépôts pour le mariage. Ses amis se divisèrent, certains admirant son courage, d'autres la jugeant cruelle et impulsive. Thomas se maria 2 ans plus, tard avec une avocate de son cabinet, et Amélie entendit dire qu'il semblait vraiment heureux. Elle espérait que c'était vrai, que sa décision ne l'avait pas brisé de manière permanente. Pour Julien et elle, ces premières années furent une période d'ajustement intense. Ils découvrirent qu'une connexion instantanée ne garantissait pas une relation facile. Ils se disputaient sur des questions d'argent, de carrière, de priorité. Julien était nomade par nature, acceptant des contrats qui l'emmenaient à l'autre bout du monde pendant des semaines. Amélie avait finalement obtenu un poste au musée d'Orsay, un travail qu'elle adorait mais qui nécessitait sa présence constante à Paris. Ils apprirent à se comprendre vraiment, au-delà de l'idéalisation romantique de leur première rencontre. Amélie découvrit que Julien pouvait être obstiné et replié sur lui-même quand il travaillait sur un projet important. Julien réalisa qu'Amélie avait besoin de plus de structure et de prévisibilité qu'il n'en avait jamais eu dans sa vie. Mais à travers tous ces défis, il revenait toujours à cette connexion fondamentale qui les avait réunis. Cette capacité à vraiment se voir, à se comprendre au-delà des mots. Amélie poussa Julien à viser plus haut dans sa carrière, l'encourageant à soumettre son travail à des galeries prestigieuses, plutôt que de se contenter de mariages et d'événements corporatifs. Julien aida Amélie à se reconnecter avec sa créativité, l'encourageant à écrire sur l'art plutôt que simplement à le conserver.
3 ans après ce jour chaotique dans la cathédrale, Julien organisa une exposition solo dans une galerie du 7e arrondissement. Le thème était « Moment décisif », une collection de photographies capturant des instants où les gens faisaient des choix qui changeraient leur vie. La pièce centrale de l'exposition était une photo qu'il avait prise ce jour-là, quand Amélie se tenait devant lui en robe de mariée, son visage montrant simultanément la peur, l'espoir et une détermination féroce. C'était la seule photographie de ce mariage qui ait jamais été développée. Il l'avait intitulée simplement « Courage ». L'exposition fut un succès critique inattendu. Les critiques d'art louèrent la capacité de Julien à capturer l'essence émotionnelle de ses sujets, la façon dont chaque image racontait une histoire complète en un seul cadre. Des collectionneurs commencèrent à s'intéresser à son travail. Des magazines lui commandèrent des séries. Pour la première fois de sa vie, Julien gagnait suffisamment d'argent pour ne plus s'inquiéter du loyer ou se demander d'où viendrait son prochain repas. Mais, plus important que le succès professionnel, l'exposition marqua un tournant dans sa relation avec Amélie. Devant cette photographie d'elle dans la cathédrale, entourée d'étrangers qui admiraient son courage sans connaître l'histoire complète, ils réalisèrent à quel point ils avaient construit ensemble. Ce n'était plus une romance basée sur une rencontre idéalisée ou une impulsion dramatique. C'était devenu quelque chose de plus profond, de plus réel, un partenariat construit sur la compréhension mutuelle, le respect et un amour qui avait survécu aux défis du quotidien. Une nuit après la fermeture de la galerie, alors qu'il marchait le long de la Seine sous un ciel étoilé, Julien s'arrêta sur le pont des Arts. Il n'avait pas de cadeaux luxueux, pas de mise en scène élaborée, juste lui, elle et la ville qui les avait réunis, puis réunis à nouveau. Il sortit de sa poche une petite boîte contenant une bague simple, une bande d'or gravée avec les coordonnées GPS du café où ils s'étaient rencontrés la première fois. Il ne se mit pas à genoux, ne prononça pas de discours éloquent. Il lui dit simplement qu'il voulait passer le reste de sa vie à la découvrir, que chaque jour avec elle était une nouvelle photographie ajoutée à leur histoire commune. Amélie regarda la bague, puis son visage, et éclata de rire en pleurant. Simultanément, elle dit oui sans hésitation, pas par peur ou par obligation ou parce que c'était attendu, mais parce qu'elle savait, avec une certitude absolue, que c'était le bon choix. Ils se marièrent 6 mois plus tard dans une petite cérémonie à la mairie du 5e arrondissement. Seuls leurs plus proches amis étaient présents, et Marc, l'assistant de Julien, servit de photographe officiel. La mère d'Amélie vint, même si elle désapprouva la simplicité de l'événement comparé au mariage qu'elle avait organisé. Son père pleura pendant toute la cérémonie, ému par le bonheur évident qu'il voyait sur le visage de sa fille. Ce n'était pas le mariage de conte de fées dans une cathédrale avec 300 invités, mais c'était authentique, et c'était le leur. 2 ans après leur mariage, Amélie tomba enceinte. La grossesse fut difficile, marquée par des nausées constantes et une inquiétude qui ne la quittait jamais vraiment. Elle s'interrogeait sur son aptitude à être mère, se demandant si son impulsivité n'était pas un défaut qu'elle transmettrait à son enfant. Julien, quant à lui, était terrifié à l'idée de la responsabilité qui approchait. Il avait grandi sans père, élevé par une mère qui travaillait 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Il ne savait pas comment être un père, n'avait aucun modèle à suivre. Mais ils se soutinrent mutuellement à travers ses peurs, transformant progressivement l'anxiété en excitation. Leur fille naquit un matin d'avril pluvieux, 3 semaines avant la date prévue. Elle était minuscule, avec une touffe de cheveux noirs et les yeux sombres de son père. Ils la nommèrent Marguerite, du nom de la grand-mère de Julien qui lui avait offert son premier appareil photo quand il avait 12 ans. Tenir Marguerite dans ses bras pour la première fois, Amélie fut submergée par une vague d'amour si intense qu'elle en fut presque douloureuse. Elle repensa à ce jour dans la cathédrale, à ce moment où elle avait fait le choix le plus effrayant de sa vie. Si elle avait continué avec le mariage, épousé Thomas, elle aurait probablement eu des enfants aussi. Une vie confortable, prévisible, sûre.
Mais ce ne serait pas Marguerite, pas cette petite personne parfaite qu'elle tenait maintenant, pas cette vie qu'elle et Julien avaient construite ensemble à travers les hauts et les bas. Julien photographia tout, les premiers jours à l'hôpital, le retour à leur appartement, les nuits sans sommeil, les premiers sourires. Il documenta leur transformation de couple à famille, capturant non seulement les moments parfaits, mais aussi le chaos, l'épuisement, la beauté brute de la parentalité. Ces photographies devinrent une nouvelle série qu'il intitula « Devenir », une exploration de comment les gens changeaient et évoluaient face aux événements majeurs de la vie. La série attira l'attention d'éditeurs et on lui proposa de créer un livre. Amélie rédigea les textes, accompagnant les images, tissant une narration qui explorait les thèmes de l'identité, du choix et de la transformation. Le livre fut publié 2 ans plus tard et devint un succès surprise, touchant une corde sensible chez les lecteurs qui se reconnaissaient dans cette honnêteté brute sur la parentalité et le partenariat. Les interviews suivirent et inévitablement l'histoire de comment Julien et Amélie s'étaient rencontrés émergea. Les journalistes adoraient l'angle romantique, le photographe amoureux de la mariée, la femme qui abandonne tout à l'hôtel pour suivre son cœur. Amélie était toujours mal à l'aise avec cette version simplifiée de leur histoire, sentant qu'elle glorifiait l'impulsivité et manquait de respect envers Thomas. Lorsque Marguerite eut 4 ans, Amélie reçut un appel inattendu. C'était Claire, sa meilleure amie de l'université, celle qui avait été sa demoiselle d'honneur lors du mariage qui n'avait jamais eu lieu. Elles avaient perdu contact après ce jour, Claire ayant pris le parti de Thomas et qualifiant les actions d'Amélie de cruelles et égoïstes. Maintenant, 8 ans plus tard, Claire appelait pour s'excuser. Elle expliqua qu'elle venait de rompre ses propres fiançailles avec un homme que tout le monde adorait, mais qu'elle ne pouvait pas aimer vraiment. Dans cette décision, elle avait finalement compris ce qu'Amélie avait ressenti ce jour dans la cathédrale. Le courage qu'il fallait pour reconnaître que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde vous disait que c'était parfait. L'horreur de réaliser que tu pouvais passer toute ta vie avec quelqu'un et te demander toujours « et si ?» Elles pleurèrent toutes les 2 au téléphone, réparant 8 années de silence et de malentendus. Claire demanda si elles pouvaient se voir, rattraper le temps perdu. Amélie accepta sans hésitation, réalisant à quel point cette amitié lui avait manqué. Leur réunion eut lieu dans le même café près du Panthéon où Julien et Amélie avaient eu leur première conversation, un choix délibéré de la part d'Amélie. Claire arriva avec 10 minutes de retard, essoufflée et nerveuse. Elles s'étreignirent longuement, puis s'assirent avec leur café, ne sachant pas trop par où commencer. Claire parla de ses dernières années, comment elle avait gravi les échelons dans une société de conseil, s'était fiancée à un collègue que sa famille adorait. Tout semblait parfait sur le papier, mais quelque chose manquait. Cette étincelle, cette connexion profonde qu'elle voyait chez d'autres couples. Elle avait pensé que c'était normal, que l'amour mature était supposé être calme et stable plutôt que passionné. Mais plus la date du mariage approchait, plus elle sentait une panique croissante. Finalement, 1 mois avant le mariage, elle avait rompu. Pas de manière aussi dramatique qu'Amélie, mais tout de même dévastatrice pour son fiancé et les familles impliquées. Maintenant, à 33 ans, elle se retrouvait seule, se demandant si elle avait fait le bon choix ou si elle venait de gâcher sa meilleure chance. Au bonheur, Amélie écouta puis partagea sa propre perspective après 8 ans avec Julien. Elle admit que les premières années avaient été difficiles, remplies de doutes sur si elle avait idéalisé leur connexion, qu'il y avait eu des moments où elle se demandait si elle n'aurait pas dû simplement continuer avec Thomas, choisir la sécurité plutôt que l'incertitude, mais qu'elle ne regrettait pas son choix, pas parce que tout était parfait avec Julien, mais parce qu'elle avait choisi authentiquement, en suivant son cœur plutôt que les attentes des autres. Claire demanda timidement si elle pouvait rencontrer Julien et Marguerite. Amélie sourit et lui dit qu'ils dînaient ensemble ce soir-là et que Claire était la bienvenue. Le dîner se déroula dans l'appartement qu'Amélie et Julien avaient acheté 2 ans plus tôt dans le 11e arrondissement, un espace lumineux avec de hauts plafonds et des murs couverts de photographies de Julien. Marguerite, maintenant une petite fille, bavarde et curieuse,
bombarda Claire de questions sur son travail, sa maison, si elle avait des animaux de compagnie. Julien cuisina un bœuf bourguignon, une recette que sa mère lui avait apprise des années auparavant. Pendant le repas, la conversation coula naturellement, passant de sujets légers à des discussions plus profondes sur les choix de vie, les regrets et le courage. Claire observa Amélie et Julien interagir, la façon dont ils communiquaient avec des regards et des demi-phrases. Comment Julien savait quand Amélie avait besoin qu'il prenne le relais avec Marguerite, comment Amélie anticipait ce dont Julien avait besoin avant qu'il ne le demande. Ce n'était pas la passion dramatique des films romantiques, mais quelque chose de plus profond, un partenariat construit sur des années de vraie intimité et de compréhension. Après que Marguerite fut couchée, les trois adultes s'assirent sur le balcon avec du vin, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Claire demanda finalement la question qui la hantait. « Comment saviez-vous ? Comment Amélie avait-elle su que ce qu'elle ressentait pour Julien était réel et non pas juste une panique de dernière minute ou une fantaisie romantique ?» Amélie réfléchit longuement avant de répondre. Elle admit qu'elle n'avait pas vraiment su avec certitude, qu'elle avait pris un pari énorme basé sur une intuition, un sentiment que quelque chose de fondamental serait toujours manquant avec Thomas, parce qu'elle ne pouvait pas arrêter de se demander ce qui aurait pu être avec quelqu'un d'autre. Ce n'était pas vraiment à propos de Julien au début. C'était à propos de reconnaître qu'elle ne pouvait pas épouser Thomas en toute honnêteté, alors qu'une partie d'elle appartenait ailleurs. Julien ajouta qu'ils avaient eu de la chance, que leur connexion initiale s'était révélée assez forte pour supporter la réalité du quotidien, mais que ça aurait pu facilement aller autrement. Qu'Amélie aurait pu découvrir que le Julien réel ne correspondait pas aux souvenirs qu'elle avait gardés, que ce qu'ils avaient maintenant avait nécessité des années de travail, de compromis, de choix conscients de rester ensemble, même quand c'était difficile. Claire écouta, digérant ses paroles. Elle dit qu'elle ne cherchait pas de garantie, sachant qu'il n'y en avait pas, mais qu'elle avait besoin d'entendre que choisir l'inconnu plutôt que la sécurité n'était pas toujours une erreur, qu'il était possible de reconstruire après avoir détruit quelque chose, même si ce quelque chose avait l'air parfait de l'extérieur. Amélie lui prit la main et lui assura que oui, c'était possible, difficile, terrifiant, mais possible. Les années continuèrent à s'écouler, apportant leurs propres défis et joies. Julien reçut une offre pour enseigner la photographie à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Une opportunité prestigieuse, mais qui nécessiterait de déménager loin de Paris. Amélie avait maintenant un poste de conservatrice, senior au musée d'Orsay, le genre de position qu'elle avait rêvé d'atteindre depuis ses études. Ils passèrent des mois à débattre, à peser les pour et les contre, à considérer l'impact sur Marguerite qui venait de commencer l'école primaire. Finalement, ils trouvèrent un compromis. Julien enseignerait à Arles un semestre par an, maintenant un pied-à-terre là-bas, tout en gardant leur base à Paris. Ce n'était pas parfait, et les mois où Julien était absent furent difficiles pour tout le monde. Mais ils firent en sorte que ça fonctionne, adaptant constamment leur vie aux nouvelles circonstances. Marguerite grandissait, développant sa propre personnalité forte et ses opinions tranchées. À 8 ans, elle annonça qu'elle ne voulait pas devenir photographe ou conservatrice de musée, mais vétérinaire, une déclaration qui amusa et réjouit également ses parents. Elle avait hérité de l'intensité de son père et de la détermination de sa mère, une combinaison qui promettait des années d'adolescence intéressante. Un jour, alors que Marguerite avait 9 ans, elle tomba sur le livre que ses parents avaient publié, feuilletant les pages avec curiosité. Elle demanda pourquoi il y avait une photo de sa mère en robe de mariée avec quelqu'un d'autre que son père. Amélie et Julien échangèrent un regard, réalisant qu'ils avaient peut-être attendu trop longtemps pour avoir cette conversation. Ils s'assirent avec elle et racontèrent l'histoire, adaptée pour son âge, mais honnête dans son essence. Comment ils s'étaient rencontrés, perdus, puis retrouvés. Comment sa mère avait fait un choix courageux qui avait changé le cours de sa vie. Marguerite écouta avec attention, posant des questions perçantes qui révélaient une maturité au-delà de son âge.
Finalement, elle demanda si cela signifiait qu'elle n'existerait pas si sa mère avait épousé l'autre homme. Amélie confirma que oui, que les choix que nous faisons créent des versions différentes de nos vies, et que chaque chemin mène à des destinations différentes. Marguerite réfléchit à cela, puis dit qu'elle était contente que sa mère ait été courageuse, parce qu'elle aimait sa vie et ne voulait pas être dans une version différente. Cette simple déclaration fit pleurer Amélie, submergée par la gratitude pour cet enfant qui n'aurait jamais existé sans ce moment de courage dans une cathédrale il y a maintenant tant d'années. Julien prit une photo de ce moment, Marguerite tenant le livre sur ses genoux, Amélie pleurant, de joie, tous les trois entrelacés sur le canapé. Il l'intitula mentalement « Héritage », pensant à comment nos choix résonnent à travers le temps, créant des vies qui n'auraient jamais existé autrement. Quand Marguerite eut 12 ans, Amélie reçut une invitation à une réunion universitaire, 20 ans après l'obtention de leur diplôme. Elle hésita à y aller, sachant que Thomas serait probablement présent. Julien l'encouragea, lui disant qu'assez de temps avait passé, que les blessures s'étaient, sûrement cicatrisées. La réunion eut lieu dans un restaurant chic près de la Sorbonne, rempli d'anciens étudiants maintenant dans la quarantaine, comparant leur carrière et montrant des photos de leurs enfants. Amélie arriva avec une nervosité qu'elle n'avait pas anticipée, balayant la salle du regard. Elle le vit près du bar, plus gris aux tempes, mais toujours avec cette posture d'avocat confiant. Il était avec une femme élégante qu'Amélie reconnut des photos sur les réseaux sociaux comme étant sa femme. Leurs regards se croisèrent à travers la salle, et pendant un instant le temps sembla se replier sur lui-même. Puis Thomas sourit, un vrai sourire sans amertume, et fit un geste l'invitant à les rejoindre. La conversation qui suivit fut étonnamment facile. Thomas présenta sa femme, Sophie, une avocate spécialisée en droit international. Ils avaient 2 fils, des jumeaux de 7 ans, qui, d'après Thomas, étaient une tornade constante d'énergie. Sophie était au courant de toute l'histoire, Thomas lui ayant tout raconté lors de leur première année ensemble. Elle serra la main d'Amélie chaleureusement, sans aucun signe de jugement ou de malaise. Thomas demanda des nouvelles de Julien et de Marguerite, montrant un intérêt sincère. Amélie parla de la carrière florissante de Julien, de leur fille brillante et déterminée, des hauts et des bas d'une vie construite sur un choix impulsif. Thomas écouta, puis dit quelque chose qu'Amélie n'avait jamais imaginé entendre. Il la remercia pour avoir eu le courage de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne passe des années dans un mariage qui n'aurait jamais été vraiment épanouissant pour aucun d'eux. Il admit qu'il avait été en colère pendant longtemps, humilié, blessé, mais qu'avec le temps et la perspective, il avait réalisé qu'elle lui avait fait une faveur, qu'il avait trouvé avec Sophie quelque chose qu'il n'avait jamais eu avec Amélie, une vraie partenaire qui partageait ses passions et ses objectifs, que si elle avait continué avec le mariage, ils auraient tous deux été malheureux, même s'ils ne l'avaient jamais admis. Cette conversation libéra quelque chose en Amélie qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Une culpabilité résiduelle, une peur qu'elle avait détruit irrémédiablement la vie de quelqu'un. Savoir que Thomas était vraiment heureux, que sa décision avait finalement mené tout le monde vers de meilleurs chemins, lui apporta une paix qu'elle n'avait jamais complètement ressentie. Ils échangèrent leurs numéros, promettant de rester en contact cette fois. Pas en tant qu'amis proches, mais en tant que personnes qui partageaient une histoire commune et qui avaient tous trouvé leur chemin vers le bonheur, même si ce n'était pas ensemble. Au fil des années, l'histoire d'Amélie et Julien devint presque légendaire dans leur cercle social, racontée et embellie à chaque répétition. Des amis leur demandaient de raconter l'histoire du mariage, lors de dîners, utilisant leur récit comme point de départ pour des discussions sur le destin, le choix et la nature de l'amour. Certains les idéalisaient, voyant leur histoire comme la preuve que le vrai amour conquiert tout. D'autres étaient plus sceptiques, suggérant qu'ils avaient simplement eu de la chance que leur pari impulsif se soit révélé payant. Amélie et Julien avaient des sentiments mitigés face à cette attention. D'un côté, ils étaient fiers de ce qu'ils avaient construit ensemble. D'un autre côté, ils craignaient que leur histoire ne donne aux gens de fausses attentes,
que les jeunes couples pensent que l'amour devrait toujours ressembler à un grand geste dramatique. Ils essayaient de souligner, quand ils le pouvaient, que le moment dans la cathédrale n'était que le début, que les vraies années de leur relation, les années qui avaient vraiment compté, étaient celles qui avaient suivi, remplies de décisions quotidiennes moins dramatiques, mais tout aussi importantes, de choisir l'autre encore et encore. Julien continuait à photographier, son travail évoluant pour explorer des thèmes de plus en plus complexes autour de l'identité, du temps et de la mémoire. Une de ses séries les plus acclamées documentait des couples mariés depuis plus de 50 ans, capturant les façons dont leur visage et leur corps portaient l'histoire de leur vie commune. Amélie écrivait maintenant régulièrement pour des publications d'art, ses essais explorant l'intersection de l'art, de la vie personnelle et de la transformation sociale. Ensemble, ils avaient créé une vie qui était authentiquement la leur, non définie par les attentes des autres, mais par leurs propres valeurs et désirs. Marguerite approchait maintenant de l'adolescence, et avec elle venaient tous les défis typiques de cette période. Elle questionnait tout, testait les limites, cherchait sa propre identité séparée de ses parents. Amélie et Julien naviguaient dans ces eaux avec autant de grâce qu'ils pouvaient, rassemblés, se rappelant que le but était d'élever une personne indépendante, capable de faire ses propres choix, même quand ces choix ne seraient pas ceux qu'ils auraient choisis pour elle. Un soir, lors d'un dîner familial particulièrement tendu, où Marguerite avait claqué sa porte et refusé de sortir de sa chambre, Amélie et Julien se retrouvèrent sur leur balcon, épuisés et questionnant leur capacité parentale. Amélie plaisanta amèrement que peut-être ils auraient dû rester avec leurs partenaires originaux après tout, ce qui aurait produit des enfants complètement différents, peut-être moins têtus. Julien rit et la serra contre lui, lui rappelant que Marguerite était exactement comme eux deux, forte et déterminée, refusant de se conformer juste pour faciliter les choses, que c'était précisément ce qu'il voulait pour elle, même si c'était épuisant à vivre au quotidien. 15 ans après ce jour fatidique dans la cathédrale, Julien organisa une surprise pour Amélie. Il avait secrètement contacté Marc, son ancien assistant qui était maintenant lui-même un photographe établi, ainsi que Claire et quelques autres amis proches. Il les emmena tous, plus Marguerite maintenant âgée de 13 ans, dans cette même cathédrale où tout avait changé. Le prêtre qui avait officié le mariage, qui n'avait jamais eu lieu, était depuis longtemps à la retraite, mais son successeur avait accepté d'ouvrir l'église pour une heure privée. Amélie ne comprenait pas ce qui se passait quand ils arrivèrent. Pourquoi tous ces gens importants de sa vie étaient rassemblés dans ce lieu chargé de souvenirs. Puis, Julien lui prit les mains, la même où elle avait quitté Thomas 15 ans plus tôt, et commença à parler. Il dit qu'il n'avait jamais vraiment eu de mariage approprié, juste une cérémonie rapide à la mairie, qu'ils voulaient célébrer ce qu'ils avaient construit ensemble, honorer non seulement le moment de courage qui les avait réunis, mais toutes les années de travail qui avaient suivi. Ce n'était pas un renouvellement de vœux dans le sens traditionnel, car leurs vœux d'origine tenaient toujours. C'était plutôt une reconnaissance de tout ce qu'ils avaient traversé, une célébration du choix quotidien de rester ensemble à travers les joies et les difficultés. Amélie pleura, bouleversée par la pensée et l'amour derrière ce geste. Marguerite s'avança, tenant 2 anneaux simples que Julien avait fait fabriquer, gravés avec des dates significatives de leur vie commune. Le jour de leur première rencontre, le jour du mariage qui n'avait jamais eu lieu, le jour de leur vrai mariage et la naissance de Marguerite. Julien et Amélie échangèrent ces nouveaux anneaux, ajoutant aux originaux plutôt que de les remplacer, symbolisant les couches de leur histoire qui s'accumulaient avec chaque année passée. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Marguerite demanda si elle pouvait dire quelque chose. Elle se tint entre ses parents. Cette jeune femme en devenir qui portait en elle l'héritage de leur choix courageux. Elle parla de ce que cela signifiait pour elle de grandir, en sachant que sa mère avait risqué tout pour suivre son cœur. Comment cela lui avait appris que les choses qui semblent parfaites en surface ne sont pas toujours ce dont nous avons vraiment besoin, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur, qu'elle espérait avoir la même force
quand elle ferait face à ses propres choix difficiles dans la vie. Ces mots étaient matures, au-delà de son âge, touchant tout le monde présent. Claire pleurait ouvertement. Marc capturait tout avec son appareil, documentant ce moment de célébration et de réflexion. Même le prêtre, qui ne connaissait cette histoire qu'à travers ce que Julien lui avait raconté, semblait ému par la profondeur de ce qu'il témoignait. Après la cérémonie improvisée dans la cathédrale, le petit groupe se rendit dans le même café près du Panthéon, qui avait été le théâtre de tant de moments significatifs dans leur vie. Le propriétaire, qui connaissait maintenant bien Amélie et Julien après toutes leurs visites au fil des années, avait préparé une table spéciale pour eux. Ils passèrent l'après-midi à partager des histoires, à rire et à réfléchir sur les chemins tortueux que leur vie avait pris. Claire parla de sa propre relation maintenant, avec un professeur d'histoire qu'elle avait rencontré 2 ans après sa rupture de fiançailles. Ce n'était pas dramatique ou cinématographique, juste 2 personnes qui se convenaient vraiment, qui partageaient des valeurs et des objectifs communs. Marc révéla qu'il se mariait bientôt et qu'il voulait que Julien soit son témoin, un honneur que Julien accepta avec émotion. Les conversations dérivèrent entre le passé et le présent, entre la philosophie et les détails pratiques, entre le sérieux et le léger. Marguerite observait tout cela, absorbant les dynamiques adultes, les façons dont ces personnes qui s'aimaient se taquinaient et se soutenaient mutuellement. En regardant autour de la table, Amélie fut frappée par la gratitude. Non pas une gratitude naïve qui ignorait les difficultés, mais une reconnaissance profonde du fait que sa vie, avec tous ses défauts et ses complications, était authentiquement la sienne. Elle n'avait pas suivi le script que d'autres avaient écrit pour elle. Elle avait risqué, avait eu peur, avait échoué et réussi, mais toujours en suivant sa propre boussole interne. Julien, sentant son regard, lui sourit par-dessus la table. Pas le sourire poli qu'on offre à un étranger, mais le sourire intime de quelqu'un qui vous connaît complètement, qui a vu vos pires moments et choisi de rester quand même. C'était ce regard qu'elle avait entrevu 15 ans plus tôt dans une cathédrale, un regard qui promettait non pas la perfection, mais l'authenticité, non pas la facilité, mais la profondeur. Le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres du café. Julien ne put résister à l'instinct, sortant son appareil pour capturer ce moment. Leurs amis rassemblés, Marguerite riant à une plaisanterie de Claire, Amélie baignée dans cette lumière dorée qui rendait tout magique. Il pensa à toutes les photographies qu'il avait prises au fil des années, tous ces moments capturés et préservés, mais il savait que les moments les plus importants étaient ceux qui ne pouvaient pas être photographiés, les ressentis intérieurs, les décisions silencieuses, les millions de petits choix qui constituaient une vie. La photographie qu'il avait prise d'Amélie ce jour dans la cathédrale, celle qui était devenue le centre de son exposition « Courage », était toujours l'une de ses œuvres les plus demandées. Mais il ne l'avait jamais vendue, gardant l'original pour lui-même. Ce n'était pas seulement une image d'un moment dramatique, c'était un rappel de ce qui se passe quand on trouve le courage d'être honnête, même quand l'honnêteté détruit tout ce qui semblait sûr et certain. Là, marchant dans les rues de Paris devenues familières après tant d'années, Amélie réfléchissait à la nature du destin et du choix. Les gens qui entendaient leur histoire l'attribuaient souvent au destin, comme si des forces cosmiques les avaient réunis, malgré tous les obstacles. Mais Amélie ne croyait pas vraiment au destin dans ce sens-là. Elle croyait au choix, au moment où on décide qui on veut être et quelle vie on veut vivre. Le destin ne l'avait pas fait quitter cet hôtel. Elle l'avait fait terrifiée et tremblante mais déterminée. Le destin n'avait pas rendu les premières années avec Julien faciles. Ils avaient travaillé, compromis, grandi ensemble à travers un effort conscient. Le destin n'avait pas créé leur bonheur actuel. Il l'avait construit jour après jour, choix après choix. Peut-être que le destin avait joué un rôle en les mettant dans le même café ce jour-là, il y a si longtemps, en créant les circonstances qui permettraient à Julien d'être le photographe assigné à son mariage. Mais tout le reste, tout ce qui comptait vraiment, était le résultat de décisions humaines, de courage, de travail acharné et parfois de simple détermination têtue.
Julien marchait à côté d'elle, Marguerite légèrement devant eux, absorbée par son téléphone comme tous les adolescents. Il prit la main d'Amélie, leurs doigts s'entrelaçant naturellement après tant d'années. Il ne dit rien, n'avait pas besoin de le faire. Après 15 ans ensemble, ils avaient appris à communiquer dans les silences autant que dans les mots. Amélie pensa à Thomas, quelque part dans cette même ville, avec sa propre famille, sa propre vie heureuse construite sur les ruines de leurs plans originaux. Elle pensa à toutes les versions alternatives de sa vie qui auraient pu exister si elle avait fait différents choix. Une vie avec Thomas, stable et prévisible, probablement confortable, mais toujours hantée par le fantôme du « et si ». Une vie seule si Julien ne s'était pas révélé être à la hauteur du souvenir qu'elle avait gardé. Tant de chemins différents, chacun menant à des destinations différentes. Mais celle-ci, celle qu'elle avait choisie ce jour dans la cathédrale et rechoisie chaque jour depuis, était la sienne. Authentique, imparfaite, réelle. Elle était ce café où deux étrangers avaient parlé pendant 3 heures et senti une connexion qu'ils ne comprenaient pas encore. Elle était cette cathédrale où une femme en robe de mariée avait trouvé le courage de reconnaître une vérité difficile. Elle était 5 années de séparation et de regret, transformée en 15 années de construction et de croissance. Elle était chaque dispute, chaque réconciliation, chaque moment de joie et de difficulté partagée. Elle était Marguerite, riant et vivant, et portant en elle l'héritage de ce choix courageux. Elle était toutes ces choses et plus encore, une tapisserie complexe tissée de millions de moments grands et petits. Et alors qu'ils tournèrent le coin vers leur appartement, Amélie sourit, sachant que l'histoire n'était pas terminée. Il y aurait plus de choix à faire, plus de défis à affronter, plus de moments nécessitant du courage. Mais ils les affronteraient ensemble, elle et Julien, construisant leur vie un jour à la fois, un choix à la fois, prouvant encore et encore que parfois, suivre son cœur n'est pas de la folie, mais de la sagesse la plus profonde.